Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Un monde pour les introvertis. Alors aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Laurie Hawkes. Hi. Donc Laurie Hawkes est entre autres l'auteur du livre La force des introvertis, de l'avantage d'être sage dans un monde survolté. Alors pour commencer, peut-être que vous pourriez vous présenter un petit peu votre parcours. Oui. Alors, donc je suis une Américaine de naissance, mais je vis en France depuis l'âge de 6 ans. Et j'ai étudié psycho, pas tout de suite, j'ai commencé par d'autres choses, une tentative en médecine, et puis des études d'anglais, c'était simple. Et après, j'ai dit, bon, vraiment, je vais faire quelque chose où je peux m'occuper des gens. Et donc, la psychothérapie, comme j'en avais suivi une, que je trouvais ça très important, très aidant pour moi, je suis devenue psychologue, psychothérapeute. Et voilà, j'utilise essentiellement l'analyse transactionnelle, mais avec aussi d'autres choses que j'ai pu étudier, comme la gestalt, le travail corporel. Moi, je le fais une version assez light, pas des grands machins où on se bat et tout ça. L'analyse corporelle, c'est... Travail corporel, il y a des choses comme l'analyse reichienne, mais celle qui a été développée par l'ON, c'était vraiment la bioénergie avec des positions de stress, les gens qui tiennent longtemps dans une position difficile, se mettent à trembler, ont de grandes catharsis. C'est intéressant aussi, mais je ne suis pas suffisamment formée là-dedans. Moi, le travail corporel, c'est plutôt prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi, à la fois les pensées qu'on a, les émotions qui vont avec, et les émotions, souvent, on les repère par le corps. Je sens que ça se contracte, je sens une envie de frapper, j'ai envie de bouger, je ne tiens pas en place. De prêter attention à ça, parce que souvent les gens restent dans leur tête. Oui. D'accord. Et ça, c'est-à-dire, c'est intéressant. Est-ce que les introvertis sont plus dans leur tête que les autres? Dans le stéréotype, je pense que oui. On pense à l'introverti, c'est le cérébral, il ne fait que de penser, et il n'exprime aucune émotion. Mais vraiment, c'est ce que j'aime avec la nouvelle vision des introvertis, c'est que, d'ailleurs dans le modèle MBTI, c'est quand on a le F au lieu du T, quand on est dans feeling, on a des introvertis qui peuvent être extrêmement émotifs, sensibles, donc c'est pas le critère. Bah, je vais faire ça comme ça, parce qu'elle est introvertie, et que si elle est animée, elle ne l'est pas. Moi, je suis une introvertie animée. D'accord. Oui, c'est pas dans les divers livres qu'on peut lire, c'est pas comme ça que les introvertis sont présentés en majorité. Oui. Bon, je pense que nul ne détient la vérité. Je dois dire que pendant que je faisais ce livre, à plusieurs reprises, j'ai failli désespérer, parce que je me disais, à force, je ne sais plus ce que c'est qu'un introverti. Finalement, c'est pour ça que j'arrivais à la fin avec regardons l'introverti qui est en nous. Parce que je pense que presque tout le monde en a au moins un peu. J'entendais à la radio il y a quelques semaines Stéphane Plaza. Vous voyez, le gars fait ses trucs à la télé, il est, pour moi, c'est presque le stéréotype de l'extraverti. Et il racontait, de plus en plus, j'ai vraiment besoin de temps où je m'isole, où je suis tranquille tout seul. Il découvre son introverti. Et je crois que même un extraverti, quand il vit en permanence avec l'extérieur, avec les autres, il vient un moment où son petit introverti, qui ne demande pas grand-chose, dit non, finalement quand même, il faut me donner un peu d'air, il faut que je puisse rester un peu seul. Mais plus on a un gros introverti dans soi, plus on a besoin de ce temps seul. C'était finalement pour moi mon principal critère. Est-ce qu'on a besoin de se reconstituer dans la solitude une fois qu'on a vu des gens? Ou est-ce qu'on a gagné de l'énergie encore. On les voit, hein, les extravertis. Oui, on a fait la fête, on va pas rentrer maintenant, il n'est que 3h du matin. Moi, c'est, on a terminé minuit, j'en peux plus. J'ai donné tout ce que j'avais. Et minuit, c'est exceptionnel. Non, c'est vrai que moi, quand j'ai réalisé ça, ça a été vraiment un soulagement parce que j'avais l'impression d'être toujours fatigué dans les soirées avec les amis et je comprenais pas ça. Et rien que ça, c'était...
Oui, on a l'impression qu'on est un peu malade. Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi j'arrive pas à être comme les autres, plein d'entrain, avoir envie d'en faire toujours plus, avoir envie d'occuper le centre de la scène tout le temps Mais non, on n'est pas tous comme ça, heureusement d'ailleurs. Alors justement, vous vous présentez comme introverti. Introverti avec un extraverti qui n'est pas minuscule. D'accord. Et comment vous avez découvert ça? Et puis est-ce que qu'est-ce que ça vous a apporté dans la vie? Est-ce que ça vous a soulagé ou, Soulagé, ça c'est le mot. Donc le premier soulagement est venu il y a environ 25 ans quand j'ai fait un test avec une certaine grille d'analyse et qui me montrait que j'avais une part extravertie et une part introvertie. Et que donc il était naturel que j'ai besoin de temps seul. Donc comme vous venez de dire, c'était tellement énorme pour moi de voir, c'est pas signe de maladie d'avoir besoin d'être tout seul. À l'époque, en plus, j'étais l'interprète dans ces séminaires de formation, et je trouve ça très très fatigant, même si j'aime bien faire ça, mais c'est très fatigant. le job idéal de l'introverti. Et je connais des gens qui peuvent interpréter des séminaires de formation, là, et pendant les pauses, ils viennent discuter avec les gens. Et au déjeuner, ils vont déjeuner avec les gens. Et moi, je me trouvais un peu sauvage, un peu pas très sociable. Parce que au moment de la pause, c'était où est le petit coin où je peux me mettre. Donc ce truc-là se passait dans un endroit où j'avais une chambre. Je filais à ma chambre. Si je pouvais, j'attrapais une tasse de thé avant, mais entre la tasse de thé et la solitude, je prenais la solitude. Et d'être à cet endroit où on me disait c'est ok, c'est comme ça que t'es faite, t'as juste besoin de ça. C'était énorme. Donc bon, après, j'y ai plus énormément réfléchi, mais de temps en temps, quand je me culpabilisais un peu d'avoir ce besoin, je disais, c'est comme ça que je suis faite, c'est tout. J'ai beaucoup de collègues psychothérapeutes qui ont envie qu'on puisse déjeuner ensemble en semaine. Et moi, en gros, je peux pas, sauf si je sais que j'ai plein de temps après le déjeuner pour avoir mon temps de solitude avant d'avoir de nouveau des rendez-vous l'après-midi. Oui, parce que vous avez quand même un métier où vous êtes au contact de personnes toute la journée. Alors, pas des grands groupes, mais... Oui, en général, pas des grands groupes. Donc, c'est vrai que j'anime aussi des groupes, mais que les jours où j'ai un groupe, je me réveille le matin et j'ai un groupe aujourd'hui. Bon, c'est pas horrible, mais c'est petit stress, j'ai un groupe. Alors que si je me réveille le matin et que je me dis... J'ai des rendez-vous individuels aujourd'hui et j'ai rien au déjeuner, j'ai mon temps seul. Et ben voilà, c'est bien. Parce qu'au fond, ce que disent pratiquement tous les auteurs, et je suis assez d'accord, c'est qu'un introverti aime bien le temps à deux. Discuter à deux, c'est bien. Bon, pas tout le temps, faut quand même être tout seul aussi. Mais c'est pas stressant de discuter à deux, comme nous faisons là. Si il y avait 50 personnes qui nous écoutent ou 50 personnes qui posent des questions, je serais beaucoup moins détendue. Même si, a priori... Oui, il y a cet enregistrement qui symbolise les gens, mais peut-être que d'ailleurs, ce sera une seule personne à la fois qui regardera votre blog. Donc, ils discuteront avec mon personnage. Et donc après, c'est récemment que vous avez eu l'idée d'écrire ce livre. Oui, et c'est vrai que j'ai un peu suivi la vague des livres. Je ne sais pas si j'y aurais pensé sinon, mais entre le fait... Vous l'avez écrit après... Oui, je venais de lire Quiet. Et en lisant ça, je me suis dit, ce serait bien qu'il y ait un livre fait en français par quelqu'un de français qui connaît la culture française. Et qui parle aussi de ça. Ça, c'est vraiment super, parce que dans le livre de Susan Cain, c'est quand même... très américain. Oui. Parfois on se reconnaît, mais bon. Oui, j'avais envie de pouvoir prendre un peu de recul avec ça, avoir des exemples français, même si j'ai beaucoup parlé du président Obama, parce que d'une part, je l'admire beaucoup. Et puis je trouve que c'est vraiment un exemple intéressant, cet homme qui a tellement de charisme et qui en même temps est clairement introverti. Enfin clairement. Ça saute pas aux yeux des gens. Moi, j'avais pas pensé avant. Je me disais pas, enfin, on a un président introverti. Je me disais, on a un bon président, quelqu'un qui est calme, qui est posé, et qui en même temps, visiblement, a de la joie de vivre, a de l'intimité avec sa femme. Mais après, quand je lisais les articles où on lui reprochait
de ne pas vouloir déjeuner avec Bill Clinton, de préférer inviter un philosophe une fois de temps en temps pour déjeuner plutôt que d'avoir Bill. Bill, c'était pas sa tasse de thé, je pense pas du tout qu'il le déteste, mais c'est pas reposant pour lui. Et donc ça, c'est l'exemple américain que j'ai pris. Mais sinon, je crois que j'ai essentiellement des exemples français là-dedans. Et malheureusement, comme on en a parlé tout à l'heure, dans les grandes écoles en France maintenant, il y a aussi quand même cette culture de la personne qui sait se mettre en avant, qui sait se vendre. Et bon, c'est une qualité, hein, c'est une qualité de savoir se mettre en avant. Mais c'est pas la seule qualité. Une qualité comme une autre. Oui, c'est ça. Et j'espère que mon livre contribuera au moins un petit peu à ce que les gens revendiquent leurs qualités d'introvertis, parce qu'elles sont profondes, importantes. Et vous avez eu l'impression, après, quand le livre est sorti, il y a eu des retours, vous avez eu l'impression que ça a marqué un peu les esprits en France je pense un peu, mais je ne peux pas dire que j'ai été submergée de mails de gens disant que c'était formidable. J'ai fait une page Facebook où de temps en temps quelqu'un vient ajouter un commentaire, et j'aime bien quand il y a des commentaires. Et de temps en temps, les gens cherchent mon nom, trouvent mon site et m'envoient un petit mail pour dire que ça leur a plu. Mais je ne suis pas devenue une idole du monde psy qui a libéré les introvertis. Et vous avez l'impression, alors, parce que donc on parlait d'Amérique du Nord, je m'intéresse un peu à ce qui se passe là-bas, c'est quand même assez fou. J'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui parlent de l'introversion, extraversion. C'est le livre de Susan Cain qui a lancé ça, mais maintenant, le nombre de blogs qui existent sur le thème, de psychologues qui en parlent et qui spécialisent là-dedans. Le retour de balancier est énorme. Autant ils sont excessifs. Donc je me demandais, c'est une des questions que je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des raisons culturelles, parce qu'aux États-Unis, la culture extravertie est tellement énorme qu'il y a eu un besoin pour les introvertis de rebalancer un peu. Ils appellent ça Quiet Revolution. Ou est-ce que c'est parce que les modes arrivent plus tard en France, ou est-ce que... En fait, j'aimerais avoir la réponse à cette question. Mon hypothèse est quand même votre première hypothèse. C'est vrai que l'introversion a été encore plus idéalisée, ou idolâtrée aux États-Unis, et du coup, le retour de bâton est aussi plus fort. Et puis, peut-être qu'ils sont un peu portés aux extrêmes, finalement. Même quand on voit le climat, il fait plus chaud et plus froid. Plus extraverti, plus introverti. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu dommage quand même qu'il y ait presque une guerre. Moi, dans le livre, j'avais envie que les gens puissent voir les deux parties en eux et voir comment elles se complètent en eux, et que du coup, le monde aussi voit un peu le côté yin-yang. Je crois que je fais trop de virages. Et qu'on a besoin des deux. Mais juste, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Parce que quelquefois, dans la tonalité des blogs introvertis aux États-Unis, il y a un côté comme si les extravertis, c'était tous des gros beaufs, quoi. Des imbéciles qui foncent partout sans regarder. Et c'est un peu excessif aussi. Moi, j'ai un peu l'impression quand même que... j'ai pas encore des milliers de lecteurs sur mon blog, mais dans les premiers retours que j'ai, que c'est important quand même. Ça soulage. D'en parler, il y a beaucoup de gens que ça soulage. Pour ça, je trouve important. Donc, un blog, par exemple, que les gens puissent aller sur Internet et voir, il y a un endroit où on parle de ça, qu'ils aient tout de suite un endroit où ils peuvent se dépathologiser. C'est tellement important. Même avec mes patients qui viennent, souvent, ça m'est arrivé plusieurs fois depuis que je m'intéresse spécialement à ce thème, quelqu'un arrive et je me dis, mais son principal problème, c'est de s'accepter comme introverti. Mais ça va pas si vite que ça. Quand je le dis, il y a un certain nombre de gens qui, au lieu de dire « Ah, c'est juste ça, bon, d'accord », disent « Ah non, me dites pas ça, quoi. Je veux pas être introverti, je veux pas être de ces gens-là. » Donc il y a presque de la pédagogie qu'il y a à faire, même en séance de thérapie, pour dire mais c'est bien d'être introverti, c'est pas une maladie, c'est pas une tare, c'est pas un manque, c'est un tempérament. Et il n'est pas du tout moins bien. À mes yeux,
voilà, je tombe dans le travers, j'allais dire il est même mieux. Mais c'est-à-dire, moi je me sens plutôt en général plus à l'aise avec des gens introvertis qui ne m'envahissent pas. Et on a chacun, on voit midi à sa porte. Moi je trouve que certaines personnes extraverties sont un peu envahissantes, je trouve qu'elles empiètent sur mon territoire. Et elles me disent que je donne moins. Parce qu'elles donnent beaucoup, mais elles donnent, je donne. C'est envahissant souvent pour nous autres introvertis, cette façon de donner. Donc, c'est bien qu'eux nous montrent comment être plus spontanés et que nous pouvons leur montrer comment être plus contenus. Est-ce que vous pensez que c'est un thème connu en France des professionnels, justement? Alors, des psychologues, probablement, mais des enseignants, J'ai l'impression pas beaucoup. C'est un mot qui circule de temps en temps, mais quand je le vois dans, par exemple, le commentaire d'un enseignant, souvent c'est plutôt péjoratif. Le côté, oui, cet enfant, il est quand même très introverti, genre il faudrait changer ça. Et les praticiens de santé, les psys, j'ai l'impression que souvent il y a cette espèce de norme à laquelle je m'assujettissais moi aussi autrefois. Un côté, ah, vous êtes introverti, eh bien on va vous aider à devenir plus extraverti. Alors autant je trouve que c'est bien pour tout le monde d'ouvrir sa palette et de pouvoir s'extravertir de temps en temps. Mais pas dire, ah, l'objectif de notre travail, c'est que vous deveniez un extraverti. D'abord, c'est assez voué à l'échec. Ou bien, si la personne y arrive, à quel prix? Ça veut dire qu'elle sera en train d'aller constamment contre sa nature. Alors, je trouve que c'est important que les psys en prennent conscience comme étant une caractéristique qui est vraiment à respecter et qu'une partie de la thérapie, c'est vraiment apprendre à la personne à prendre en compte ses besoins d'extraverti et de les respecter, de ne pas les pathologiser et de ne pas laisser quelqu'un d'autre les étiqueter comme négatifs. C'est largement aussi important que de pouvoir développer quelques compétences extraverties. Je repense à une personne dont je pense que je parle dans le livre, qui était enseignante et qui avait 3 enfants. Et je trouvais ça vraiment lourd pour elle. Donc elle s'aménageait des choses, elle adorait jardiner. Ça, c'est beaucoup d'introvertis aiment jardiner, mais on peut avoir autre chose, je ne sais pas, aimer tricoter. J'en ai une qui adore faire du patchwork. On peut passer des heures à coudre tout ça. Oui, en anglais, ils appellent ça quilting. C'est une américaine. Mais si on a quelque chose comme ça qu'on peut faire tout seul, pas juste dire je vais aller être toute seule, parce que pourquoi tu veux pas être avec la famille, qu'est-ce que tu as? Alors que si c'est une activité qui est normale à faire en solitaire, les gens respectent plus facilement. Et même ce premier modèle que j'avais appris il y a 25 ans, vraiment, ils avaient aussi un modèle de thérapie de couple, et où dans les exemples qu'ils montraient, il y avait monsieur, je vais appeler extraverti, c'était un autre nom, et madame introvertie, et monsieur extraverti était tout le temps à solliciter. Et ils avaient mis au point que dans leur propriété, quand elle allait dans le petit kiosque dans le jardin, c'était signe, j'ai besoin de mon temps toute seule. Et que monsieur apprenait à interpréter ça comme juste, elle a besoin d'être toute seule, et non pas, elle m'aime plus, elle me rejette, elle me déteste. Et c'est ça qui est vraiment à faire comprendre aux gens, d'arriver à avoir cette compréhension. Donc, j'imagine que vous rencontrez beaucoup d'introvertis dans votre profession, enfin, peut-être à part égale avec les extravertis. Est-ce qu'il y a des tendances générales qui se dégagent, les grands problèmes qu'ils rencontrent, et puis qu'est-ce que vous leur conseillez? C'est vrai qu'il y a une sorte de corrélation avec certains types de problèmes. Il y a des problèmes d'anxiété sociale, pas chez tous, mais certains ont du mal à aller se faire des amis, à sortir. Pas mal de gens ont du mal à s'affirmer au travail, justement, arriver à prendre sa place, se faire entendre. Ce fameux syndrome de quand moi je prends la parole pendant la réunion, souvent on ne m'entend pas, et l'autre gars d'à côté répète mon idée, et c'est lui qu'on écoute, et c'est lui qui a le crédit de mon idée. Donc, c'est énervant. Ou plus souvent, ils sont là, j'avais eu une bonne idée, j'y ai pensé, mais je ne l'ai pas dit. Et du coup, c'est quelqu'un d'autre qui a eu toute la reconnaissance. Donc ça c'est des choses assez fréquentes.
Et puis, quand même pas mal les problèmes de couple. Parce que très souvent, quand même, on se met avec son complément. Ouais, ouais. Et donc, l'introverti est avec un extraverti. Ça m'est arrivé moi-même. Et je trouve que c'est très compliqué. C'est à la fois enrichissant. On voit dans le livre de Marty Olson, l'année avec son mari, que eux, ils ont trouvé un modus vivendi, mais qui est quand même pas facile tout le temps. Quand elle décrit, ils partent en vacances, bon, il respecte qu'elle a besoin de passer du temps dans la chambre toute seule, mais qu'en même temps, lui, il a besoin qu'elle vienne aussi explorer. Donc, chacun doit faire des concessions et lâcher des choses. Alors, quand on arrive à en discuter comme ça, à négocier et à faire tous les deux des concessions, c'est bien. Ouais. Et du coup, ça aide chacun à développer la compétence de l'autre type, ce qui est utile. Mais assez souvent, dans les couples, l'extraverti pense que c'est lui qui est normal. Et l'introverti est un peu d'accord que c'est lui qui n'est pas normal. Et du coup, on a un couple avec une personne qui est étiquetée comme moins bien, pas sociable, pas sympa, égoïste, fermée, alors que l'autre personne est chaleureuse, ouverte, charismatique, rayonne, machin, invite tout le monde, généreuse. Donc c'est pas très valorisant pour l'introverti. Et du coup, mon travail, dans ce cas-là, c'est vraiment d'aider la personne à se revaloriser, à voir que c'est pas du tout mauvais d'être comme elle est. Et qu'elle a besoin de le faire comprendre aux autres gens. La personne dont je vous parlais, qui était à la fois enseignante et avec des enfants, un de ses plus gros soucis venait du fait qu'elle venait en plus d'une grande famille, où il y avait plein de frères et sœurs, et elle était curieusement la seule introvertie. Donc je me dis, tiens, pour la génétique, on ne voit pas très bien comment ça marche. Mais elle, vraiment, elle était bien introvertie, ça se voyait. Ça ne se voit pas toujours, moi, on ne le voit pas en général. Mais souvent, il y a une espèce de calme dans les yeux pour beaucoup d'introvertis. Elle avait ce côté-là. Et son mari était introverti également. Donc, le couple, au moins, n'était pas stressant, ils étaient bien ensemble. Mais la famille, sa famille à elle, avec tous ses enfants, organisait régulièrement des grandes fêtes. Tout le monde venait avec tous les conjoints, ça faisait 35 personnes. Et on devait faire la fête tard. Et elle savait qu'elle avait besoin d'économiser ses ressources pour pouvoir enseigner. Elle leur disait, moi, je veux bien venir, mais uniquement en vacances scolaires. Mais la famille prenait ça assez mal. Il faudrait que tu te soignes, mais quand même, tu es en thérapie, tu es encore comme ça. Ça ne va pas changer, c'est pas une maladie. Donc, c'est ça qui est difficile et qui est important, c'est d'arriver à faire comprendre aux autres qu'on est comme ça. Donc ça peut être le but d'un livre ou d'un blog comme le vôtre, quelque chose qu'on peut montrer aux autres. Lis ça, tu vas voir, il y a d'autres gens qui savent que je ne suis pas malade. Oui, parce que c'est pas facile à expliquer non plus quand tout le monde est extraverti. Oui, il y a une sorte de consensus sur l'extraversion. On a un peu honte au départ, peut-être. Oui, puis on a l'air de prêcher pour sa paroisse. Dire, ah bah oui, tu dis que tu n'es pas malade, moi aussi je dis que je ne suis pas malade. Personne ne voit sa propre maladie. C'est vrai que c'est bien d'avoir un livre. Bref, ça a été écrit, vu à la télé. Alors, si l'entretien approche de la fin, si vous aviez peut-être un conseil à donner à tous les introvertis qui nous écoutent, quel serait-il? Si je dois me cantonner à un seul, ce serait aimez-vous. J'ai tendance d'habitude à en donner plusieurs à la fois, c'est-à-dire acceptez-vous et apprenez d'autres choses, parce que ça va un peu de pair. Le risque étant, avec tous ces blogs d'introvertis, à côté, je suis introverti et c'est mon droit de parler à personne. Et de ne pas vouloir bouger du coup. Or, on a tous besoin de bouger, on a tous besoin d'évoluer. Les extravertis ont besoin de développer leur introverti intérieur. Et nous aussi, on a besoin de développer notre extraverti qui est dans nous. Même si c'est un personnage inférieur chez les personnes plutôt introverties, mais on en a besoin aussi. Mais enfin, le premier, s'il fallait un seul, c'est aimez-vous, c'est acceptez-vous, aimez-vous. Parce que tant qu'on est juste à se critiquer, à se taper dessus, ça va pas. On est juste dire, faut que j'y arrive, mais on se sent mal tout le temps. On se sent coupable, on se sent insuffisant, pas à la hauteur, et on ne peut pas bien vivre comme ça. Aimez-vous. Waouh, super, merci. Merci à vous. Alors, donc un grand merci vraiment d'avoir accepté cet entretien. Merci Julien, je suis très honorée d'être accueillie sur votre blog.
Alors donc, si vous n'avez pas encore lu le livre de Laurie Hawkes, je vous incite vraiment à le lire. Hein. C'est un excellent livre. Hein. Comme on en parlait tout à l'heure, déjà c'est le seul livre qui parle de la France, donc c'est c'est le déjà seul une qui ne grande soit pas valeur. une traduction. Voilà, qui ne soit pas une traduction. Et c'est vrai que j'aime bien que c'est à la fois écrit par une psychologue, donc on le sent dans le livre, et puis que ça se lit très bien avec plein de petits exemples. C'est relativement court, il fait 160 pages, je crois, par rapport aux autres pavés qui existent. Donc vraiment, voilà, donc vous trouverez le lien en dessous de la vidéo, et vous pouvez le commander. Merci d'avoir suivi cette vidéo pour le blog Un monde pour les introvertis, et à très bientôt. Au revoir.